Les semeuses de Diane Wilson, alors celui-ci vient de sortir en poche aussi, on l'avait découvert il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ce texte, en fait, vous allez découvrir l'histoire des Amérindiens par le personnage d'une femme qui va nous raconter l'existence de celles qui l'ont précédée et qui ont préservé les graines qui ont permis de nourrir toute leur famille et toutes les tribus alors qu'ils étaient pourchassés, éliminés et voilà. L'histoire de... Persécutés, merci. Cette jeune femme, en fait, va travailler, faire des travaux au champ, et par cet intermédiaire, un jour elle va rencontrer un Américain, un blanc. Le travail va se poursuivre, elle reviendra plusieurs semaines. Il y a quelque chose qui s'établit entre eux, mais qui n'est jamais de l'ordre d'une histoire véritablement qui va s'inscrire comme une vraie histoire d'amour. On est à la lisière, on y est peut-être même totalement, mais ça n'est jamais exprimé avec autant de clarté. Tout simplement parce que leur histoire est trop complexe l'un et l'autre, certainement, de par leur ascendance. Peut-être aussi parce que justement, il y a difficulté de communier l'histoire des Amérindiens et l'histoire d'un Américain blanc qui s'estime être en droit, en bon droit, sur des terres qui ont été acquises quelques décennies plus tôt, bien évidemment d'une façon qui n'est pas très louable. Mais l'histoire est passée là. Désormais, il y a des monuments qui instituent les choses. Il va d'ailleurs très maladroitement l'amener voir un des monuments qui met en exergue la mémoire de ceux qui finalement ont tué sa famille, ou en tout cas ont participé à la tuer. D'où le fait aussi, et c'est ce qui est très très subtil avec Diane Wilson, c'est qu'en fait elle bien évidemment qu'elle nous amène à réévoquer l'histoire des États-Unis et je dirais la terre de sang sur laquelle cette nation s'est construite. Mais elle montre la complexité mémorielle aussi. Elle montre la façon dont chacun va s'approprier cette histoire, dont chacun la vit aussi personnellement, intérieurement. Chacun y a laissé, j'allais dire, quelques plumes, quelques blessures. En tout cas, ils ont tous été plus ou moins heurtés. Et c'est ce qu'elle essaye de nous montrer. Parce que lui, dans son discours, d'ailleurs c'est un homme qui parle très peu, on comprend que pour lui, il estime aussi qu'à un moment, son père a subi les choses aussi avec cette terre. Il a travaillé dur pour la rendre productive, pour la rendre nourricière. Donc il estime être en bon droit. Tandis qu'elle essaie de l'amener à quand même comprendre que cette terre, à l'origine, elle pouvait être nourricière quand elle était cultivée par ceux qui l'ont foulée en premier. Et donc on va rentrer comme ça dans un grand tableau, vraiment une très belle fresque, très facile d'accès, c'est un roman très fluide, il y a quelque chose comme ça, c'est une conteuse, tout coule très facilement. En fait, la rivière est très présente aussi, et bien vous avez l'impression comme ça de voguer sur une rivière en lisant Diane Wilson et en avançant dans cette histoire qui finalement nous fait une histoire globale d'un pays, sa complexité, la complexité des liens, qui va même aller jusqu'à une autre génération, puisque ensemble ils auront un enfant qui lui va arriver avec d'autres idées aussi sur la façon de cultiver la terre. Donc on a encore une autre étape aussi. Et justement, je trouve que l'enfant c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire que quand il est petit, il est plutôt avec elle puisqu'elle lui explique sur le côté la ancestral, terre, la nature et tout ça. Et quand il grandit, il va plutôt du côté de son père avec l'ingénierie, le tracteur, les semences. Donc là on arrive avec les fameuses semences contrôlées par les coopératives et les industriels. Et en fait c'est tout l'enjeu, je trouve. Mais ça vient en continuité en fait. Cet enfant est en fait le fruit de toutes ces générations d'autochtones
et d'Américains blancs. Tout à fait. Et vous avez un autre élément aussi, et on revient donc par ce biais-là, et je m'arrêterai là à ce côté, à ce rapport à la rivière. Vous avez un autre personnage qui est une amie de Rosalie, donc notre héroïne principale, et qui, elle, est devenue avocate et se bat pour la protection justement des rivières, des terres amérindiennes. Et on voit tout ce petit monde comme ça, et là pour le coup la fresque elle est globale. Voilà, vraiment une grande conteuse et qui restitue avec justesse l'histoire des États-Unis. Qu'est-ce qu'on apprend aussi de leur histoire? Moi je savais pas qu'il y a eu un peu comme une déportation au moment où ils ont été marqués, en fait, tous les Amérindiens. Il y a eu, moi j'ai apparenté, alors je me souviens plus exactement de la date, j'ai un peu apparenté aux marches de la mort, en fait, où en fait on les obligeait à marcher pour aller dans leur parc. Et en fait, il y a eu une bataille historique qui finalement n'est pas si loin dans les générations. Parce qu'en fait, les grands-parents, les arrière-grands-parents se souviennent encore de ça. C'est pas si loin. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est une jeune nation. Le fameux mémorial. Tout à fait. Et on va rester aux États-Unis avec Ann Patchett, Un été à soi. Ça, c'est une lecture très douce, très bienveillante. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Ann Patchett, elle en a écrit pas mal et c'est vraiment c'est de très bonne facture. Alors ça se passe encore, vous allez dire peut-être, au moment du confinement, c'est un prétexte peut-être uniquement dans le livre, parce que comme dans celui-ci en fait, c'est simplement pour situer dans le temps quelque chose. Voilà. Et là, donc on est au Michigan. Le Michigan, c'est un état, gros état producteur de fruits et légumes aux États-Unis, et on est dans une famille de producteurs de cerises. Voilà. D'où cette jolie couverture aussi qui rappelle un petit peu l'été, pendant lequel cette famille va accueillir, donc c'est un couple, ils ont 3 filles qui sont étudiantes, elles ont entre 20 et 30 ans, les universités ferment, donc les 3 filles reviennent à domicile. Ça fait des années que les parents ne se sont pas retrouvés avec leurs 3 filles. Donc ils se retrouvent tous les 5. Ça va être la période de la cueillette des cerises. Les filles n'ont jamais mis la main à la pâte en quelque sorte. Il y a des salariés en principe qui sont là. Là, les salariés ont été renvoyés parce que l'entreprise en fait va essayer de fonctionner sans eux. Et ce sont les filles qui vont être amenées à aider à la cueillette avec les parents. Et donc c'est un temps de partage privilégié finalement, c'est ce que les parents constatent, c'est qu'ils ne se sont jamais retrouvés tous les 5. Et ponctuent les périodes de cueillette sont alternées par des périodes d'échange entre les enfants et les parents, et notamment entre la mère et ses filles. Et les filles, on questionne beaucoup la mère sur sa jeunesse, chose qu'elles n'ont jamais faite en fait, et elles lui demandent notamment, elles aimeraient bien que la mère leur raconte sa jeunesse et puis aussi la rencontre avec le père. Alors on apprend que les parents se sont rencontrés parce qu'ils faisaient du théâtre tous les deux au lycée. Alors il y a un lien aussi avec le monde du théâtre et la cerisette de Tchekhov, donc on a une espèce de mise en abîme dans le livre. Et elle voudrait aussi savoir si la maman elle a eu d'autres amoureux que leur père, voilà. Et c'est par ces questionnements-là en fait qu'on découvre la vie de cette famille. Alors il n'y a pas de révélation fracassante dedans, il n'y a pas on ne le lit pas pour une tension, pour une révélation particulière, mais plutôt pour cette histoire familiale très douce, très belle, cette complicité mère-fille. Le père n'est pas absent, c'est une belle personne, il sait trouver sa place parce que c'est pas simple pour lui, il se retrouve avec 4 filles à la maison là en peu de temps, et c'est très beau. Voilà, il y a des moments de partage aussi autour des repas qui sont superbes parce que les parents se remettent à cuisiner pour 5 et pas pour 2. Voilà, c'est un très très joli texte et ça peut faire une jolie lecture d'été aussi. Et alors on peut continuer. Là, on est au mois de juin, donc c'est aussi l'été, 3 jours en juin, avec Ain Tyler, qui est américaine, qui est originaire de Baltimore, et ça se passe à Baltimore. Ça se passe sur 3 jours, la veille, le jour même et le lendemain d'un mariage. L'histoire d'un couple qui est séparé, ils ont une fille unique. Alors c'est marrant parce que dans le livre italien aussi, couple séparé, fille unique, couple qui s'entend très bien toujours, comme dans le livre italien aussi. Et en fait, leur fille prépare la veille de son mariage
une répétition générale en quelque sorte. Alors tout le monde essaie de se mettre sur son 31 ce jour-là. Le père qui vit loin de Baltimore, qui est dans le Delaware, revient et est logé par son ex-épouse, parce qu'ils s'entendent toujours très bien. Et la fille, la veille du mariage, donc, va notamment chez le coiffeur. Et elle se retrouve chez le coiffeur avec la sœur de son futur époux. Sœur qui lui dit, qui discute un peu, qui est voilà, un peu cash, et qui lui dit ah bah écoute, je suis très contente en fait que alors je sais plus si c'est Max, j'ai oublié le nom du futur époux, t'es dit qu'il avait revu son ancienne copine il y a quelques semaines, là, qu'il est passé un petit week-end avec elle, mais au moins t'es au courant, voilà, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et en fait, la future mariée n'en a absolument pas entendu parler. Donc vous imaginez sa tête, elle rentre le soir en pleurs chez les parents, en tout cas chez la mère qui accueille le père, en leur disant qu'elle ne veut plus se marier. Donc le père lui dit « Mais c'est normal, la veille d'un mariage, on a toujours des doutes, il faut passer par là, mais il y a prescription, de toute façon, c'est passé, tu vas te marier, voilà. » Il avait peut-être envie de la revoir avant. Maintenant, il va te passer la bague au doigt et tout est fini, il faut oublier. Et la mère dit « Ah non, 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 ça se passe pas comme ça. Non, non, tu peux pas te marier avec quelqu'un qui vient de te faire ça quelques semaines avant le mariage. » Et puis, à ce moment-là, la mère, tout en lui disant ça, repense aussi à sa jeunesse, à son propre mariage, aux jours qui ont précédé son mariage, et les deux histoires vont se télescoper. Voilà. C'est drôle, hein, c'est très enlevé, ça se passe sur 3 jours, et c'est une jolie histoire de famille. Voilà, donc c'est très chouette. Ça se termine bien? Oui, ça se termine bien, bah oui, oui. Et on peut ouvrir ça à des jeunes mariés, hein, sans problème. Hein. Peut-être pas. Ou aux parents de futurs mariés. Voilà. Non, non, il vaut mieux pas quand même. Restons sur les familles à ce moment-là. Allez, on reste sur les familles. Allez, on va peut-être Jane Howard d'abord à petit feu ou les sœurs Phil, l'un et l'autre. Moi, je peux présenter les deux en même temps, ça ira plus vite. Allez, hop, 2 en 1. 2 en 1, en fait, on a 2 textes qui, l'un et l'autre, produits de la littérature anglaise, tous les deux avec leur petite élégance qu'on aime bien, et avec un humour très subtil, très en filigrane, comme ça, presque très en sous-couche, en fait, d'Elizabeth Jane Howard, qui a toujours un regard comme ça, très bienveillant, souriant, un brin moqueur, mais c'est tellement subtil, justement, qu'on le ressent à peine, de façon à toujours rester dans le texte et à se faire sa propre idée. Et puis, par contre, avec celui-ci, Catherine Mansfield, elle, il y a vraiment de l'humour. Il y a vraiment ce sens, parfois, elle nous dévoile les petits comportements parfois un peu grossiers, un peu absurdes, un peu maladroits ou indélicats parfois qui ont lieu. Alors d'un côté, à petit feu, dans celui-ci, on a... Alors attendez, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que je me mette à croiser les deux. Et oui, là je me suis lancée dans quelque chose. Ok, alors, dans celui-ci, on a l'histoire d'une femme qui déjeune avec son époux, petit déjeune avec son époux. Le portrait du couple est d'ailleurs déjà assez savoureux. Et on comprend en fait qu'elle s'apprête à accueillir ses 2 sœurs. Elle est l'aînée. Et selon elle, ces 2 sœurs n'ont pas vraiment réussi leur vie. Et elle va bien évidemment tout faire pour les aider. Et c'est génial parce qu'en fait, on rentre comme ça, on va découvrir les 2 autres sœurs également, mais tout est amené comme ça, avec ce petit humour et cette façon de triturer en fait les personnages. C'est charmant. Si vous aimez la littérature anglaise, voilà. Elles arrivent chacune à mener leur vie, mais à leur façon. Je ne vous dirai pas que ça se finit bien ou que ça se finit mal. C'est des histoires de vie et chacune la mènera comme elle l'entend. Et puis, Elizabeth Jane Howard, elle nous raconte là l'histoire d'une femme qui, après veuvage, a rencontré un homme, le colonel, qui s'avère être un personnage un petit peu rigide, un petit peu manipulateur aussi, très conservateur, et qui a l'habitude d'avoir les femmes autour de lui pour régenter la maison quand même. Et à ce jour, il avait son épouse et sa fille. Sauf que sa fille se marie.
Sa fille se marie alors qu'elle n'a rien connu, je dirais, presque avant, mais elle se marie avec un individu qu'elle a croisé au cours des seules vacances qu'elle a passées de toute sa vie, seule, et où elle a croisé un individu issu de la bonne société qui a su lui dire quelques bons mots et au bout d'une semaine l'a demandé en mariage, elle a accepté. Le jour du mariage, elle se pose quand même quelques questions. Elle n'est pas ce qu'on pourrait appeler une future mariée très épanouie. Et on va découvrir comment se passera le voyage de noces et la suite. Et puis, parallèlement à ça, on découvre aussi l'existence des enfants de Madame. Donc, elle a une fille et un garçon. Son fils vit à Londres. Il a une vie très libre, il fait beaucoup de choses, il évolue beaucoup dans les milieux culturels. C'est un futur écrivain. Il écrira un jour, certainement, peut-être ses mémoires, sait-il. Enfin, c'est un personnage aussi vraiment savoureux, hein, une sorte de dandy comme ça, flamboyant, qui a souvent un regard très critique, la dent assez acérée quand même, mais toujours avec le sourire et l'élégance, bien sûr. Et sa sœur qui est une jeune femme. Encore timide, qui n'ose pas encore trop bouleverser les choses. Donc là, elle va essayer de trouver un emploi, puis elle va petit à petit, en fait, elle va découvrir la vie. Elle découvre ce que c'est que cette petite hypocrisie sociale parfois. Elle découvre aussi auprès de son frère le culot, en fait. Elle va apprendre à avoir un peu plus de culot dans sa vie et à prendre les choses en main. Et ce personnage-là, on a beaucoup de tendresse pour lui, et en même temps, il y a quelque chose parfois qui nous fait sourire parce qu'elle est elle manque, elle n'est pas très dégourdie parfois, en tout cas au départ. Et donc on va suivre comme ça l'évolution de tout ce petit monde, sachant aussi que la femme du colonel se retrouve en seule avec le colonel dans une maison qu'elle a achetée parce que le colonel la voulait. Lui se renseigne, il y a une histoire de notariat, je ne vais pas trop vous en dire en fait, mais découvrez toutes les petites coulisses de cette famille, et plus vous rentrez dedans, et plus c'est savoureux et plus c'est drôle. Donc en fait, ce sont deux humours différemment dosés, différemment amenés, mais l'une et l'autre, ce sont vraiment de très belles écrivaines de littérature anglaise que je vous invite à découvrir pour passer un petit moment justement de détente, mais avec une plume toujours très élégante. C'est une saga, et c'est une saga en Non. En fait, c'est pas une saga, c'est l'autrice de la saga des Casalets qui nous a fait la découvrir ces précédentes années, qui était très très bien aussi, hein, mais qui se passait dans le Sussex et qui vous amenait comme ça à avoir un tableau de l'Angleterre d'avant-guerre, en rentrant dans le cœur d'une famille aristocrate qui commence petit à petit, cette aristocratie qui commence à perdre un peu de sa dorure. Et c'est pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a toujours ce petit regard. Cette saga lui avait été inspirée par son histoire de famille. Et elle a beaucoup d'amour pour les membres de sa famille, mais on sent aussi que c'est quelqu'un qui a su avoir aussi un petit regard critique, et ça toujours avec quelque chose de bienveillant et d'assez tendre. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais sinon, celui-ci se suffit à lui-même. Et Les Sœurs Field de Dorothy Whipple, pareil, se suffit à lui-même. Alors, comme l'été est un des fils conducteurs de la présentation de ce matin, on va continuer avec encore 25 étés qui vient juste de sortir chez Actes Sud, qui est traduit de l'allemand de Stefan Schäffer. C'est un premier roman qui a eu un grand succès en Allemagne, raison pour laquelle Actes Sud a décidé d'acquérir les droits et de le traduire. Je vais vous lire un petit extrait pour que vous compreniez tout de suite qui est le narrateur en fait. Donc c'est une sorte de méditation sur le sens de la vie, ce petit livre. Donc si vous aimez les textes courts, mais justement avec une dimension un peu spirituelle, voilà, celui-ci pourrait vous plaire. Alors, l'extrait que je vais vous lire est très court. En fait, c'est un extrait de texte que le narrateur attribue à Borges. C'est quelque chose qu'il aimerait mettre en œuvre, et pour l'instant qu'il n'arrive pas, parce que c'est un homme pressé, qui vit avec une liste sur lui, une liste de tâches en permanence à accomplir tous les jours. On sent qu'il se rapproche de la retraite, mais il a encore quelques années d'exercice dans son administration à faire, et il passe son temps à travailler, et c'est un homme pressé. Si je pouvais revivre ma vie, je m'efforcerais dans la prochaine de faire un peu plus d'erreurs. Je n'essaierai plus d'atteindre la perfection, je me détendrai davantage.
Je serais un peu plus fou que je ne l'ai été, je prendrais les choses moins au sérieux. Je risquerais davantage, voyagerais davantage, j'admirerais les couchers de soleil, je gravirais des montagnes, je me baignerais dans les rivières. J'ai été de ces personnes intelligentes qui mettent à profit chaque minute de leur vie. Bien sûr, j'ai eu des moments de joie, mais si je pouvais recommencer, j'essaierais de n'avoir plus que de bons moments. Car si tu ne le sais pas encore, c'est d'eux que la vie est faite, de simples moments. N'oublie pas le moment présent. Si je pouvais revivre ma vie, je marcherais pieds nus des premiers jours du printemps aux derniers jours de l'automne. Et je jouerais davantage avec mes enfants si j'avais encore ma vie devant moi. Mais voyez-vous, j'ai 85 ans et je sais que je vais bientôt mourir. Donc ça c'est Borges, hein, voilà. En tout cas c'est un extrait qui est attribué à Borges et qui fait réfléchir le narrateur. Mais il n'a jamais mis ça en application, même s'il a ce petit texte très souvent sur lui. Et il est question notamment dans ce texte de Borges de prendre le temps d'aller se baigner. C'est peut-être tout bête, mais en fait il ne s'accorde jamais une demi-journée pour aller se baigner alors qu'enfant il adorait ça. Et un jour il décide d'aller près de chez lui se baigner dans un lac. Alors il y va un peu il a beaucoup de travail à faire, il se dit bon mais c'est pas grave, il faut que je le fasse. Et il va se baigner. Et là, sur les rives du lac, il y a déjà un homme qui est là, qui sort de l'eau, qu'il n'a jamais vu, avec lequel il échange quelques mots. Et puis finalement, il commence à vraiment discuter avec lui. Cet homme est un peu plus âgé, il est encore en activité. Il est producteur de pommes de terre, en fait. Voilà. Il est agriculteur. Et il lui dit que lui, il prend le temps de vivre, qu'il a toujours choisi d'être producteur uniquement de pommes de terre. Il ne voulait pas se lancer dans la polyculture parce que c'est déjà beaucoup de travail, c'est très énergivore, mais il voulait avoir du temps pour lui à côté. Voilà. Et ils vont commencer à échanger. Cette histoire se passe sur une journée en fait, et cette journée va changer le cours de la vie du narrateur. Alors, on a souvent des lectures comme ceci qui sont plutôt dans des romans féminins, j'allais dire, avec des échanges entre des femmes, parce qu'il y a quelque chose de très pudique dans leur façon d'échanger, ils ont chacun leur vie de famille, mais finalement, ils se livrent l'un à l'autre, c'est une espèce de confession partagée, et c'est un roman comme ça, de complicité naissante, d'amitié naissante entre deux hommes. C'est juste une amitié, c'est ce que je dis, hein, ils ont chacun leur vie de famille de toute façon, il n'y a rien de voilà. Mais c'est un très très joli texte, très court, qui peut se lire comme un roman un peu initiatique, même s'ils ont déjà chacun derrière eux beaucoup d'années de vie et d'expérience. Donc c'est Encore 25 étés de Stéphane Schaeffer. Il nous reste un quart d'heure. Un quart d'heure. Bon, on va faire des choix. Alors, on va continuer. Moi, je me disais à faire 2 par 2. Hop, comme ça. Hop. Exercice. Alors, on va. Toi, t'es resté sur 2 hommes. Ma remarque, non. Alors, je vais faire le lien avec les 2 amitiés, mais des amitiés qui vont nous amener pour le coup sur 2 choses très différentes. Alors, attention, c'est parti. Comment je vais te faire? Donc là, il s'agit d'une amitié, mais il s'agit d'une amitié intellectuelle. On est aux États-Unis, de nouveau, Richard Powers, vous devez déjà connaître cet auteur, Le temps où nous chantions, 3 fermiers s'en vont au bal, Sidération, enfin, tous ces textes sont toujours très repéré, c'est un des grands auteurs de littérature américaine, il a une écriture toujours très déployée, mais qui se justifie parce qu'à chaque fois, chaque sujet qu'il met au cœur de son texte est toujours très fouillé en amont. Là, il sera question de transfuge de classe, il sera question d'intelligence artificielle et il sera question d'environnement, protection de l'environnement. Vous allez me dire, ça fait peut-être beaucoup de choses et c'est des sujets très lourds pour un seul roman. Non, parce qu'en fait, il arrive à vous mêler tout ça dans une histoire d'amitié au départ. Effectivement, vous avez un Afro-Américain qui, lui, va sortir de son quartier parce qu'on sent qu'il a des facultés intellectuelles qui vont lui permettre de rentrer dans des écoles normalement plutôt fréquentées par les blancs, les Américains blancs de bonne famille. Et puis, on a un jeune garçon qui, lui, pour le coup, est issu d'une de ces familles d'Américains bien nés et qui, pour l'un, donc l'Afro-Américain, lui, en plus, va être celui qui représentera, pour son père notamment, c'est celui qui peut permettre d'amener à sa famille la possibilité d'accéder à autre chose.
la possibilité de gagner un statut social que pour l'instant la famille n'a pas acquis. Et donc cet enfant va grandir avec un père très exigeant qui lui fera lire des livres qui ne sont pas du tout de son âge, dès l'âge de 5 ans où il saura lire vraiment déjà de façon très fluide. Il lui mettra des pavés dans les mains qui sont même des essais sociaux, enfin voilà. Et puis il va grandir avec ça. De l'autre côté, on a un père qui lui s'est construit tout seul. Aujourd'hui, il est mécène d'une école privée dans laquelle ces deux-là vont se rencontrer, et dès le plus jeune âge, son fils, il lui apprendra les échecs, il l'amènera toujours dans des exercices de réflexion plus durs les uns que les autres et avec une exigence toujours. Ces deux-là, du coup, vont, bien évidemment, ça va donner de jeunes adultes brillants. C'est donc l'histoire d'une amitié intellectuelle. C'est cette curiosité et cet appât pour comprendre tout ce qui leur passe entre les mains, en fait, qui va faire que ces deux-là vont devenir amis. Ils vont construire ensemble, alors je vais très très vite sur l'idée, mais grosso modo, l'un et l'autre, au cours d'une conversation, un soir, après une partie de jeu de Go, vont imaginer un programme informatique qui serait très novateur et qui permettrait tout un tas de possibilités. Et finalement, là, c'est les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et ça va poser la question par la suite du roman de la façon j'allais dire, de manipuler cet instrument-là, mais aussi de le maîtriser. Jusqu'où est-ce qu'on maîtrise ça ? L'un et l'autre vont prendre deux voies différentes, vont choisir, il y a aussi un troisième personnage qui est très important dans ce récit-là, et qu'on découvre aussi enfant et qu'on va voir jusqu'à un grand âge, qui va finir comme océanographe et qui, elle aussi, va nous amener, puisque tout ce petit monde va finir par se retrouver en Polynésie. Donc là aussi, encore une fois, je vais très vite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça va nous rassembler sur un territoire qui est un territoire un petit peu isolé, qui vit encore avec une qualité de vie que beaucoup d'endroits ont perdu, et qui cherche à préserver ça. Et va s'opposer à un moment aussi la pensée et le discours de ceux qui veulent accéder à la fibre, qui veulent vivre comme tout le monde sur les terres, et puis il y a ceux qui eux veulent garder leur qualité de vie et se rendre compte que c'est ça leur richesse. Tout ceci, ça donne un roman très foisonnant, mais je vous assure très facile à suivre. Tout ce petit monde se croise et dans ce récit de façon vraiment très, très linéaire. Il a un sens de toute façon de la narration totalement maîtrisé. C'est des personnages très forts et c'est des questions de société qui sont amenées tout en vous amenant sur un roman qui va quand même vous amener ailleurs. Vous voyez, c'est pas un roman qui pour autant va vous... je dirais, vous amener sur quelque chose qui peut être parfois un peu chargé parce qu'en écho, ayant trop de résonance avec notre quotidien et le monde et les questions qui occupent le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, très très bien. Et donc, du coup... Un jeu sans fin. Un jeu sans fin. Et donc celui-ci, histoire d'amitié aussi de deux individus, mais là on se retrouve au Portugal. Vous êtes au Portugal au XVIIe siècle. Deux jeunes garçons, chacun issu, l'un est fils de marchand d'épices, il a grandi dans le port de Lisbonne, entendant tous les récits de pirates et autres récits de navigation. L'autre, il a grandi dans l'Alentejo, si vous connaissez un petit peu le Portugal, cette région un petit peu plus justement agricole, un peu plus sauvage, et qui lui a été le fils d'un homme qui a tenté de l'aimer comme il a pu, en tout cas un homme assez brusque qui s'est retrouvé trop rapidement veuf et qui a dû élever un enfant alors qu'il ne savait peut-être pas donner déjà suffisamment d'amour, que ce soit déjà à lui comme aux autres. Ces deux enfants vont donc grandir et ils grandissent alors qu'arrive l'Inquisition et les premières grandes explorations, et notamment on va partir sur les voies maritimes qui vont nous amener en Inde, à Goa notamment. Et ces deux garçons-là, alors que les soldats commencent petit à petit, à force d'aller au combat et d'aller en conquête,
commencent à manquer. Et donc on accepte un petit peu tous ceux qui se présentent. Et ces deux-là se retrouveront embarqués sur un navire et pris dans l'histoire du Portugal en pleine époque de conquête avec la construction des voies maritimes qui nous amènent jusqu'en Inde. Parallèlement, un troisième personnage et pas des moindres, une jeune femme, et la scène initiale d'ailleurs se passe sur les côtes landaises, une jeune femme qui vit dans les Landes, qui elle aussi issue d'une famille simple, travaille dans un troquet, un bar, et un jour un homme aura des gestes, un geste en tout cas très, très malvenu. Elle aura le réflexe de fracasser une carafe sur son crâne, cet homme ne s'en relèvera pas, sa vie va basculer. Et là, on va aussi voir ce personnage féminin prendre par la force des choses la voie maritime. Et ces deux individus, ou en tout cas peut-être l'un des deux, croisera cette femme-là. Tous sont des très beaux personnages. Cette femme-là amène cette petite pointe, ce petit regard sur le statut de la femme aussi de l'époque du XVIIe. Mais c'est un magnifique roman qui a la force et la flamboyance des romans de Dumas en fait. C'est extraordinaire. Yann Espou, pour juste le dernier petit détail, et pour vous montrer qu'il y a du corps quand même dans toute cette histoire, il est historien. Donc il s'est quand même bâti, il a su bâtir son roman sur des données véridiques. C'est Pour mourir le monde de Yann Espou aux éditions Agulot que je vous recommande richement. Et on va continuer on va faire le lien avec le roman historique, mais on va partir en Union soviétique, ça n'était pas encore la Russie, avec le dernier Makin, qui est un grand roman d'aventure. Si vous avez déjà lu Makin, vous connaissez sa plume, très romanesque. Et là, ça se passe en fait sur presque 50 ans. Ça commence dans les années 30, fin des années 30, jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Et c'est l'histoire d'un jeune Français, chaudronnier dans le nord de la France, fasciné par l'idéal communiste, qui a envie d'aller en Union soviétique. Mais à cette période-là, on ne se déplace pas, on ne voyage pas en Union soviétique comme ça, librement. Par contre, il y a des voyages organisés qui sont prévus. Et lui, bien, tout simplement, il se greffe à un voyage organisé et il est ravi de pouvoir enfin aller dans ce pays qu'il idéalise et qu'il a envie de découvrir vraiment de l'intérieur. Il fait ce voyage, il comprend, alors pas tout de suite, mais au bout de quelques temps, qu'en fait on lui montre simplement ce qu'on veut bien lui montrer et qu'il y a peut-être une face cachée qu'il ne voit pas. Acte manqué peut-être, ce qui se passe, c'est que au retour, eh bien, il n'est pas présent au moment où le train va repartir, il rate le train. Et il se retrouve en Union soviétique. Il est resté dans la ville où le voyage avait lieu. Et alors, il est bien évidemment, il a été un peu surveillé. On lui demande ce qu'il fait là. Il n'a pas de papier pour pouvoir poursuivre. Il est questionné, emprisonné. Et puis finalement, il va sortir de ce temps de détention, rencontrer quelqu'un, faire sa vie, découvrir, j'allais dire, à la fois les aspects positifs qu'il imaginait, mais aussi cette face cachée, notamment à l'époque, l'existence du goulag. Et là, Makin retrace toute l'histoire aussi de l'Union soviétique. C'est vraiment une fresque historique aussi, c'est très fouillé, très sourcé. Et puis il va revenir en France, mais il va revenir en France dans une France qu'il ne connaît plus. Il revient en France au moment des événements de mai 68, et là c'est un choc culturel pour lui, historique. Il a appris entre-temps le russe, il a fait sa vie là-bas aussi. Donc c'est cette confrontation aussi avec une autre réalité qu'il avait totalement ignorée en fait, puisque de là-bas il ne savait pas trop ce qui se passait en France. Et on découvre en fait la vie de cet homme à travers son histoire personnelle. C'est en fait la petite histoire à travers la grande histoire que nous conte Andreï Makin, et c'est très très beau. Il y a un vrai souffle romanesque dedans, et puis je vous dis, toute cette histoire en trame de fond comparée de l'histoire soviétique et de l'histoire française. Voilà. Donc ça se lit, qu'on aime les romans d'aventure ou les romans historiques, je pense qu'on y trouve son compte à travers ce dernier roman d'Andreï Makin. Voilà, Prisonnier du rêve écarlate.